Il était un homme né d'une mère et d'un père. Il était le frère et la sœur d'une famille. Il était l'époux de femmes et un père pour ses enfants. Il était un ami et un collègue appartenant à une corporation. Il aurait bien pu se contenter du peu comme les autres en disant « on va faire comment ?» Il a quitté sa zone de confort pour porter la cause d'un peuple dont il ne voyait aucune issue, dont l'avenir et le sort étaient scellés d'avance. Il a donné de sa vie pour cette cause, celle de l'indépendance totale et sans condition du Cameroun aux côtés de ses pairs. Se souvient-on que Oumniobé a été assassiné pour la liberté du Cameroun il y a de cela 65 ans. C'était un après-midi du 13 septembre 1958 du côté de Boumbéville, dans le département d'Union-Ekélé, région du Centre. Une date de commémoration qui sonne comme celle de n'importe quel kidam. Quel dommage! Pourtant, c'est un pan triste et douloureux de l'histoire du Cameroun qui célèbre son 63e anniversaire dit de l'indépendance. Qui était l'homme Podol, en langue locale, le porte-parole? Que reste-t-il de cet héritage et qu'a-t-on fait de ce patrimoine immatériel? Ruben Oumniobé était le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, entendu UPC, un mouvement politique et nationaliste qui s'opposait vertement à la domination coloniale française. Sa popularité et son charisme ont fait de lui une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Quelques années avant son départ contraint pour le maquis, il prononça un discours anthologique aux Nations Unies en décembre 1952. Il ne s'en doutait pas qu'il venait de signer son arrêt de mort, son départ pour le peloton d'exécution après une cabale savamment menée. Ainsi, pendant plus de 3 ans, Ruben Oumniobé avait vécu dans la clandestinité, caché entre les villes de Yaoundé et Douala, non loin de son village natal de Boumbéville. Traqué sans relâche par l'armée française, il avait échappé aux autorités coloniales grâce à sa connaissance experte de la région et à l'aide de soutiens locaux. Malheureusement, le 13 septembre 1958, le destin de Oumniobé prenait un tournant tragique. À la suite d'informations fournies par des informateurs locaux collaborant avec les autorités françaises, il fut finalement localisé en début d'après-midi en même temps que plusieurs de ses proches. Sa femme et son jeune enfant parvinrent miraculeusement à s'échapper, laissant derrière eux un homme résolu à défendre sa cause jusqu'au bout. Sa tête est brandie tel un trophée de guerre pour dissuader d'autres camarades de continuer la lutte et sortir de la brousse. Ce jour-là, Ruben Oumniobé, âgé de 45 ans, laissait derrière lui un héritage de résistance et de lutte contre le système colonial français qui allait perdurer bien au-delà de sa mort tragique. Pendant des décennies après sa mort, évoquer le nom de Oumniobé était tabou au Cameroun. C'est un héros interdit, une figure dont on ne pouvait parler sans crainte de graves sanctions. Malgré une loi de réhabilitation en 1991, sa mémoire reste parfois difficile à honorer, notamment après l'érection d'un monument en son honneur à Douala, une tentative qui fut malheureusement saccagée par les chefs locaux. Controverse d'une lutte menée par Oum et ses pairs qui allait bien au-delà des cultures. Entre monuments érigés en son honneur à Izeka, le cimetière dans lequel il est enterré et qui fait pitié, ses 2 épouses abandonnées à leur propre sort, le peuple appelle les autorités à plus de considération pour ce héros qui a œuvré à sa manière à l'indépendance du Cameroun. Une autre réflexion s'impose aussi sur l'héritage que l'on veut bien laisser aux générations, car l'histoire de la décolonisation de l'Afrique contemporaine surtout nous renseigne de nos jours que tous les leaders indépendantistes africains, après la guerre d'indépendance, ont fini par gouverner dans leur pays, à l'exception de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, où malheureusement l'administration coloniale a, contre toute attente, préféré coopter au pouvoir ceux qui estimaient que le Cameroun n'était pas mature pour accéder à l'indépendance. C'est probablement ce qui justifie le désintérêt, voire la phobie entretenue par les dirigeants actuels à l'endroit des héros nationaux, sans lesquels le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qui, par la même occasion, explique l'obscurantisme politique
qui a enveloppé les programmes, manuels scolaires et universitaires sur l'enseignement de l'histoire du Cameroun. Quand bien même l'histoire du Cameroun est inscrite dans les programmes scolaires et académiques, elle fait abstraction volontaire de mentionner le rôle majeur qu'a joué les nationalistes camerounais pour sortir le Cameroun du jeu colonial. Au Kenya, par exemple, le mouvement Mau Mau fait partie de l'héritage colonial et glorifié comme tel. Au Cameroun, malheureusement, même de nos jours, ceux qui combattirent et donnèrent leur vie pour la réunification et l'indépendance ne sont pas mentionnés dans les discours de peur d'être taxé de populiste ou de subversif. L'on a peur de plomber sa carrière politique. On ne se souvient pas qu'un dirigeant ait de manière officielle reconnu l'action de ses héros nationaux. L'on est en proie à un questionnement sans cesse. Quel est le crime odieux et irréparable que ces nationaux ont commis pour mériter un destin aussi tragique, même outre-tombe? On est en droit de penser que si cela était possible, l'on aurait pu effacer leur nom de l'histoire du Cameroun et de la mémoire collective des Camerounais. Mais les faits et l'histoire sont teigneux. Dure encore, Ruben Oumniobe, Félix Roland Moumié, Ernest Wandje, Essende Afana, Abel Kingé, Ndetou Maza, John Goufonja et Ndele ont-ils mal fait en revendiquant avec opiniâtreté et témérité au prix de leur vie la réunification et l'indépendance du Cameroun? Pourquoi cette haine viscérale nourrie contre ces pères fondateurs de la nation camerounaise au point de refuser manifestement de les immortaliser en leur dédiant rue, boulevard, aéroport, université, stade de football, palais des sports, monuments, stèles et autres places publiques sur le territoire national? Et que ne voit-on pas des rues et effigies aux noms étrangers que les assimilés prononcent avec entrain comme pour nihiler leurs propres origines et leur propre histoire? Sous d'autres cieux, non loin de nous, les peuples ont su mettre en exergue la maxime selon laquelle aux grands hommes la patrie reconnaissante, en dédiant avec bonheur les places publiques et autres lieux à ceux qui méritent d'être distingués par la nation tout entière. Quelques clichés: l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, Abomey Calavi au Bénin, Kamarere en Ouganda, Nnamdi Azikiwe au Nigeria, Omar Bongo au Gabon, et j'en passe. Au Cameroun, avec la réforme universitaire de 1990, celle-ci porte encore les noms des villes d'implantation. Peut-on conclure, eu égard de ce qui précède, que les héros resteront à jamais dans les profondeurs abyssales de l'ignorance qui contribuerait à servir le peuple davantage? Le combat n'est pour autant pas perdu parce que le réveil est déjà sonné à l'ouest et en interne, des voix se lèvent depuis pour réclamer cette reconnaissance. La diversité doit être une force et Ruben Oumniobe de dire en ces lignes, je cite, « Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies dans notre pays. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit personnel. » Africa Unite.